Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je suis heureuse de vous retrouver en ce début de la semaine. Ouvrons la page de l'actualité. À Béni, dans le Nord Kivu, la tension est encore montée d'un cran. Ce lundi 13 octobre 2025, plusieurs jeunes ont descendu dans les rues pour dénoncer l'insécurité persistante dans la région. De barricades ont été érigées, de pneus incendiés et la circulation totalement paralysée dans certains quartiers, provoquant un arrêt momentané des activités scolaires et commerciales. Suivez ces commentaires. À Béni, dans le Nord Kivu, la colère et la peur se mêlent dans les rues ce lundi matin. Après la diffusion, la veille de tracts annonçant 3 journées de grève pour exiger le retour de la paix, la population s'est réveillée dans une atmosphère tendue. Dès les premières heures, le mouvement est resté timide, mais perceptible dans plusieurs quartiers de la ville. Au centre commercial de Béni Matongé, quelques coups de feu ont retenti lorsque la police a tiré en l'air pour tenter de disperser les attroupements le long du boulevard Niamouissi. La circulation s'est poursuivie, mais de manière prudente. Boutiques, magasins et établissements sont restés pour la plupart fermés, tandis que quelques élèves seulement s'y rendaient en classe. Dans le quartier périphérique, notamment à Malépé et au rond-point Kabila, des grosses pierres ont été placées sur la rue Tchumlani, rendant la circulation difficile. Ces actes traduisent la tension qui couvre la ville, alors que les jeunes manifestants dénoncent l'inaction face à l'insécurité persistante dans la région. En fin de journée, les autorités locales, mais à Béni, où les sentiments d'abandon demeurent forts, beaucoup craignent que ces calmes précaires ne soient que provisoires en attendant une réponse concrète aux revendications de paix et de sécurité. À Béni, toujours, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, dans un communiqué publié depuis Kisangani, condamné avec fermeté les récentes exactions commises par la coalition RDF M23 FC dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Plusieurs villages du groupement des Kiondo ont été attaqués le 7 octobre, causant de pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. À Béni, la tension reste vive dans la province du Nord Kivu. Après de nouvelles attaques attribuées à la coalition RDF M23 AFC, dans un communiqué rendu public ce week-end depuis Kisangani, les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé avec vigueur ces exactions qui ont coûté la vie à plusieurs civils dans le groupement des Kiondo, territoire de Rutshuru. Selon le communiqué de l'état-major de la 3e zone de défense, les localités de Rusinga, Bouma, Kauma et Mouigia figurent parmi les plus touchées. 2 habitations ont été incendiées, 2 familles décimées et des biens réduits en cendres. Le porte-parole militaire, le major Nestor Mavudissa Kamba Mayoyo, parle d'actes criminels relevant des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'armée congolaise condamne cette barbarie qui viole le principe du droit international humanitaire. Elle rappelle que la mission première de FARDC demeure la protection de populations civiles et la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, tout en dénonçant les alliances dites illégales et criminogènes qui menacent la stabilité du pays. Face à cette recrudescence de la violence, les forces armées de la République démocratique du Congo réaffirment leur attachement au processus de paix engagé à Doha et à Washington. Elles appellent à la retenue, au respect de règles d'engagement et à la poursuite des efforts diplomatiques en vue d'un retour durable de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. En Pati, en village du groupement Bachali Mokoto en chefferie de Bachali, la population vit une grave pénurie d'eau potable depuis plusieurs jours dans cette localité qui abrite de nombreux déplacés venus de zones en conflit. Aucun robinet ne fonctionne encore, contraint de s'approvisionner dans de points d'eau non aménagés. Les habitants s'exposent à des sérieux risques de maladies hydriques. Un
Mpati, dans la chefferie de Bachali, territoire de Massissi. La population tire la sonnette d'alarme. Depuis plusieurs jours, le robinet du village ne coule plus, plongeant de milliers d'habitants dans une pénurie d'eau potable. Cette situation devient critique dans un contexte où le village accueille un grand nombre de déplacés et enfouit les violences dans les localités voisines. Privés de toute source d'eau propre, les habitants sont désormais contraints de s'approvisionner dans les vallées et de points d'eau non aménagés. Une pratique dangereuse qui expose la communauté à des graves risques de choléra, des typhoïdes et d'autres maladies d'origine hydrique. Le manque d'eau affecte également l'hygiène de famille et la santé des enfants. Face à cette urgence humanitaire, la population de Mpati appelle les autorités et les partenaires du secteur de l'eau à intervenir rapidement pour restaurer l'accès à l'eau potable. Plusieurs autres villages de la chefferie de Bachali et de Buito connaissent la même crise, aggravant la vulnérabilité de familles déjà éprouvées par les violences et la pauvreté. Au site de Katanika 2, à la périphérie de Kalemi, dans la province du Tanganyika, des familles ayant fui la guerre de l'AFC M23 au sud Kivu vivent dans une extrême précarité dépendante de l'aide humanitaire. Ces populations déplacées tendent à subvenir à leurs besoins le plus élémentaires entre manque d'eau potable, promiscuité et absence d'emploi. Leur quotidien est marqué par la souffrance et l'incertitude dans l'attente d'un retour durable de la paix. À Katanika 2, un vaste site de déplacés situé en périphérie de Kalemi, des centaines de familles ayant fui les affrontements entre les forces armées et l'AFC M23 tentent de survivre dans des conditions inhumaines. Depuis plusieurs mois, ces hommes, femmes et enfants vivent sous des abris de fortune, faits de base et de matériaux de récupération fournis par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La promiscuité, le manque d'hygiène et la rareté de l'eau aggravent le risque sanitaire. Sur le site, quelques latrines sont partagées par des centaines de familles. Des cas d'avortement spontanés ont même été enregistrés chez des femmes, conséquence directe des conditions de vie éprouvantes. Le marché local saturé ne permet plus aux déplacés de trouver de petits emplois pour survivre. Face à cette détresse, le déplacé lance un cri d'alarme aux autorités et aux partenaires humanitaires pour un appui concret. Mais plus que tout, ils nourrissent un même espoir, celui de voir la paix revenir dans leur village d'origine pour enfin retrouver leur dignité et une vie normale. Le commissaire provincial à l'intérim de la police nationale congolaise au Congo central, le colonel Adolphe Bahundoa Bemanga, a tenu une causerie morale le dimanche 12 octobre avec les agents et cadres de la police de circulation routière en sigle PCR. Commentaire avec Nadine Meno. C'était lors d'une causerie morale organisée dimanche 12 octobre par le commissaire provincial à l'intérim de la police nationale congolaise Congo central, le colonel Adolphe Bahundoa Bemanga, avec les agents et cadres de la police des circulations routières, garnison de Matadi, au commissariat provincial de la police nationale congolaise, état-major commandement, que le numéro 1 de la police nationale congolaise a martelé sur le relâchement de la réglementation de la circulation routière par les agents postés dans différents axes routiers de la ville de Matadi. Il y a lieu d'un réarmement du service de la PCR par rapport au comportement observé de quelques agents dans différents carrefours, a-t-il indiqué, tout en dénonçant un désordre constaté au niveau de responsables placés au rond-point, carrefour, bifurcation. Le constat est que pendant les heures de service, ils abandonnent leur poste, aussi leur comportement sur terrain déplaît à la population. L'inefficacité avérée de PCR suite à l'excès de familiarité avec le conducteur de véhicule laisse à désirer. À cela s'ajoute le non-respect du code de la route, le stationnement désordonné de véhicules à gros tonnage, le contrôle non conforme des documents, la consommation des boissons alcoolisées, les embouteillages accrus dans la ville portuaire, pour ne citer que cela. Dans la foulée, le commissaire provincial à l'intérim
intérim de la police nationale congolaise au Congo central a insisté sur la discipline, la loyauté, l'esprit du corps dans le système de travail. Le colonel Baoundoa a souligné les efforts de la police de circulation routière dans son implication au respect de mesures strictes sur les grandes artères de Matadi pour la quiétude de la population ainsi que des biens. Pour clore sa communication, le patron de la police nationale congolaise Congo central a rappelé à tous les agents et cadres de la police leur mission qui est de sécuriser la population et ses biens. Toujours au Congo central, Victor Swamimpaka, élu de la ville de Matadi, avait été porté le samedi 11 octobre à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central. La vice-présidente est occupée par Pierre Kabandou et 3 autres membres du bureau, le rapporteur adjoint et le questeur remplaçant ceux du bureau de Montezolo. Suivez. L'équipe dirigeante de l'Assemblée provinciale du Congo central est désormais connue depuis le samedi 11 octobre 2025. Cette élection s'est déroulée dans une ambiance tendue à la mairie de Matadi. Le scrutin avait été organisé par le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale où les députés ont élu les bureaux définitifs appelés à conduire les travaux de cette institution. L'honorable Nswamipaka Victor a été porté à la tête de l'organe délibérant avec 35 voix sur 38 votants contre 3 bulletins nuls. Le poste de vice-président est occupé par Pierre Kabangou qui a obtenu 21 voix contre 17. Le poste de rapporteur revient à Bilintunga qui a obtenu 31 voix tandis que Guilain Panzou est élu rapporteur adjoint avec 21 voix contre 17. Enfin, la seule femme candidate, l'honorable Rachel Diazanguka, élue avec 23 contre 16, décroche le poste de questeur. Rappelons que 38 députés provinciaux ont pris part au vote organisé par la Commission électorale nationale indépendante. Le président de l'Assemblée provinciale a promis de veiller sur la collaboration harmonieuse avec tous, dans le respect strict de la loi. L'histoire de l'Assemblée provinciale remonte en janvier 2007 pour la première législature, période pendant laquelle notre institution était dignement respectée. C'est cet idéal que je souhaite restaurer pour que notre première institution se distingue par sa dignité et sa noblesse. Ainsi, elle ne sera plus une caisse de résonance du gouvernement provincial. Honorables députés, chers collègues, notre mandat est basé sur la collaboration harmonieuse entre les bureaux et les honorables députés que vous êtes dans le respect strict de la loi et du règlement intérieur. Pour rappel, soulignons par ailleurs que 8 candidats étaient alignés pour 5 postes au bureau. Ce scrutin a permis à l'Assemblée provinciale du Congo central de se doter d'un nouveau bureau définitif après la déchéance de la quasi-totalité de l'ancienne équipe. Un nouvel ère politique s'annonce désormais au Congo central. Poursuivons dans ce journal. Au terme de son séjour à Bruxelles, le président de la République s'est entretenu samedi 11 octobre dernier avec la diaspora congolaise vivant dans l'ancienne métropole. À cette occasion, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a apporté un éclairage sur la main tendue à son homologue rwandais pour faire la paix de Brave. Suivez. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. Je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme
des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer, évidemment, ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Toujours avec vous dans ce journal, la main tendue du président de la République à son homologue rwandais. On en parle encore. Cette politique pour faire la paix de Brave continue de susciter de réactions au sein de la classe politique congolaise. En croire l'analyste politique Pierre Kassadi, cet appel du chef de l'État est aperçu comme une faiblesse et l'invite par ailleurs à prioriser le dialogue inter-congolais. C'est un signe de faiblesse que le président ne pouvait pas étaler au grand public. Nous sommes Congolais, nous sommes ses enfants. Lui est notre père, vous voyez? Et dans une maison, les enfants pensent que le papa est le plus fort. D'où le papa ne peut pas montrer ses faiblesses devant les enfants. La déclaration du président la semaine prochaine, personnellement là où j'étais, j'ai eu la chair de poule parce que voir le président tendre publiquement la main à Paul Kagame, qu'il a dit qu'il ne les rencontrera qu'au ciel, le faire comme ça attaque les Congolais, je n'ai pas aimé cette façon de faire. Parce que nous devons être forts. Quand on se bat, même si vous êtes en état de faiblesse, il ne faut pas montrer toutes ces faiblesses, non. Parce que même à la dernière minute, vous pouvez prendre l'adversaire même avec les dents et il peut vous respecter. Bon, le président a dit qu'il tend la main à Paul Kagame, il est prêt à échanger avec Paul Kagame. À l'entretemps, il dit qu'il refuse le dialogue entre Congolais. Or, il ne peut d'abord commencer à négocier avec les Congolais et après aller négocier avec Kagame. Comment est-ce qu'il veut qu'à l'intérieur on soit fragilisé et qu'à l'extérieur il veut être fort? Cette façon-là, je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment les diplomates peuvent nous expliquer cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, j'ai beaucoup aimé la phrase du président Mobutu qui a dit entre l'ami et un frère, entre un ami et un frère, le choix est clair. C'est-à-dire on protège d'abord le frère. On négocie d'abord avec son frère. L'Institut supérieur d'informatique de gestion ici de Somagoma a organisé ce lundi 13 octobre 2025 la double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année 2024-2025. Au total, 325 lauréats ont été largués sur le marché de l'emploi dans un contexte sécuritaire et socio-économique difficile, salué par les autorités académiques. Éric Matongolo pour le point. Ce part un défilé des lauréats accompagné par le corps académique que cette double manifestation a commencé. Des pas de danse qui ont annoncé les couleurs de cette cérémonie, ponctuée par plusieurs mots. C'est le cas du porte-parole des étudiants qui a salué le travail qui s'est fait au niveau des autorités académiques qui, grâce à leur dévouement, l'ICIJ Goma occupe désormais une place de choix au niveau national. Dans les rapports académiques 2024-2025, il a été révélé que toutes les activités prévues pour l'année ont été réalisées et le taux de réussite de 31,44% à la première session des résultats que le secrétaire général académique lie au contexte sécuritaire et économique qui n'était pas facile cette année. Néanmoins, après la deuxième session, le résultat a atteint 88,58% de réussite.
Pour sa part, Madame le directeur général de l'Institut supérieur d'informatique et de gestion Goma, le sacrifice des parents est à saluer car c'est grâce à leur rapport que ce travail vient d'être achevé. C'est là avant d'appeler les étudiants d'aller vendre positivement l'image de l'ICIS Goma dans la société. Professeur Dr Marie-Rose Bachouira Nyenyezi. Chers diplômés, alors que vous franchissez cette étape cruciale, souvenez-vous que ce que vous avez accompli est une base solide pour bâtir votre avenir. Soyez ambitieux mais humble, courageux mais réfléchis, persévérant mais attentif aux valeurs humaines et sociales qui fondent notre société. Votre réussite personnelle doit toujours s'accompagner d'une contribution positive à la communauté et à votre pays. L'avenir de l'ICIS Goma se construit dès aujourd'hui. Et pour cela, nous avons inscrit notre institution dans une dynamique claire. Devenir un pôle d'excellence en technologie, de l'information, gestion, entrepreneuriat et recherche appliquée. Pour les lauréats, c'était un aboutissement des parcours qui annonce le début d'une aventure pleine de défis et de réussites. Tout à saluer à tous les acteurs qui ont concouru à leur formation. Ils promettent être des ambassadeurs de l'ICIS Goma partout où ils iront. Chers camarades, la cérémonie d'aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement. Un commencement rempli de défis et d'opportunités. Le défi d'intégrer un marché du travail de plus en plus compétitif. Le défi de créer, d'innover et d'entreprendre. Le défi de rester fidèle aux valeurs inculquées par notre université. Le véritable succès ne réside pas seulement dans l'obtention des diplômes, mais dans notre capacité de transformer nos acquis en actions concrètes pour nos communautés. C'est un total de 324 lauréats qui ont été collés ces jours, à la grande satisfaction des parents et des proches. Autre chapitre, l'automédication prend de l'ampleur au sein de la population, devenant une véritable menace pour la santé publique. Face à ces phénomènes inquiétants, le Dr Lévi Bantou tire la sonnette d'alarme et appelle à une prise de conscience collective. L'automédication est le fait de se soigner soi-même sans recourir à un professionnel de santé, ou le fait de recourir à des médicaments prescrits antérieurement à d'autres occasions par un professionnel de santé. Parmi les causes ou les raisons qui poussent à de telles pratiques, nous pouvons citer par exemple l'influence des publicités ou des réseaux sociaux, la difficulté d'accès à un établissement de soins ou à un médecin. Parfois, ils sont rares dans le milieu. L'expérience passée avec le même symptôme. Certains estiment que cela leur fournit un gain de temps ou d'argent. Nous pouvons aussi citer le non-respect des normes et des fonctionnements d'officines pharmaceutiques. Ces officines pharmaceutiques se transforment par moments en des lieux de consultation. Alors, quels sont les risques et les dangers? Il y en a plusieurs. Nous pouvons citer par exemple l'erreur diagnostique. On peut facilement confondre une maladie bénigne à une maladie grave. Pourtant, en face d'une maladie grave, plus on consulte tôt un professionnel de la santé, plus ce dernier a la possibilité de déposer un acte en faveur du malade. Il y a aussi un risque de surdosage, avec des conséquences très graves sur le foie, l'estomac et le rein. On peut aussi citer le risque de sous-dosage, qui conduit à une résistance aux antibiotiques. Vous allez par exemple remarquer qu'à un certain moment, il y a des médicaments que vous preniez contre un tel symptôme et que vous aviez de bons résultats. Mais à un moment donné, même si vous prenez le même médicament contre le même symptôme, vous n'avez pas de résultat. On peut aussi citer le risque de dépendance ou d'accoutumance à un médicament. J'aimerais soulever un risque élevé pour certaines catégories de personnes, notamment la grossesse et l'allaitement, les nourrissons ou le jeune enfant, les personnes âgées. Ces catégories de personnes présentent beaucoup de risques. Alors pour terminer, il faudra alors une prise de conscience individuelle à tout un chacun de risques à encourir. Mais aussi, j'en appelle à la responsabilité de l'État qui doit réglementer les activités des officines pharmaceutiques.
Mesdames et messieurs, voici c'est la fin de ce journal. Derrière la caméra, c'était Audrey Ugondalimba, Maurice Molila, Manassé Boloua, à toute l'équipe rédactionnelle de Michapi Voice Télévision. Coup de chapeau à vous et à vous qui nous suivez de partout. Merci beaucoup et bonne santé chez vous.